Nous sommes de retour sur ce plateau et comme vous l'avez constaté, nous parlons donc, nous jetons un regard sur les atouts de la commune de Port-Bouët. Pour en parler, nous sommes avec M. Koupo Niloba qui est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement dans le cadre de notre rubrique Société. On parlait déjà à l'instant, on avait planté déjà le décor avec l'entrée sur Port-Bouët. Voilà. Je vais insister un peu sur les atouts de Port-Bouët. D'accord. C'est la commune qui bénéficie plus du littoral, hein, de la mer. Et de l'autre côté, on a la lagune. Donc, à Port-Bouët, on a la lagune et la mer. Et la mer en même temps. On a la lagune. Tout à l'heure, ce qu'on a regardé, c'est la lagune, hein, en fait, qui traversait là. Ça a eu, pour ne pas faire un pont, ils ont préféré faire un remblai. Et en plus de cela, c'est une commune qui est en périphérie. Donc, qui a la possibilité d'avoir une extension. Pas comme Trècheville, Koumassi et autres. Donc, ça, ce sont des avantages naturels. Et en plus de cela, Port-Bouët a bénéficié de certains programmes d'habitat. Quand vous regardez Port-Bouët, il y a l'habitat social, il y a l'habitat économique. Tout a été construit par l'État. Et après, Port-Bouët est l'une des communes qui reçoit donc les trains, donc les rails. Ça aussi, c'est un avantage. Port-Bouët est la commune qui a une grande traversée, qui bénéficie des autoroutes, d'un grand boulevard, qui est le boulevard Giscard d'Estaing. Ce sont des espaces qui permettent à l'aménageur d'avoir un œil différent de ce qu'on voit partout. Et Port-Bouët aussi a l'avantage d'avoir l'aéroport. Hein. Il y a l'aéroport qui est là. Et Port-Bouët bénéficie d'un grand carrefour, le carrefour Akwaba, qui est un carrefour de distribution de voies. Et à partir de là, on va dans le centre de Port-Bouët, on peut aller, on peut sortir, on peut aller à Bassam, mais en allant à Bassam, on est à Port-Bouët, jusqu'à ce qu'on sorte. Donc, la nature offre des espaces, et Port-Bouët même, sa situation géographique, lui donne des avantages. Et à partir du moment où il y a eu beaucoup d'habitat, habitat social, économique et autres, évidemment, tout est accompagné de rues bitumées. Donc c'est un avantage que la commune a eu. Donc c'est une petite commune qui mérite maintenant plus d'attention. Et puis qui peut même faire autre chose que de bâtir. Voilà, les différents espaces que vous montrez là, vous avez vu tout à l'heure, c'est la cité universitaire qu'on a vue. Sur le plan architectural, c'est un atout. Ce sont des petits bâtiments apparemment qui ne montrent pas une architecture extraordinaire, mais leur position géographique. Bon, ici, on a voulu montrer un peu le petit bois, la petite forêt qui est autour de 43e bâtiment. Ça veut dire que la terre est très fertile là. On peut planter. Même, on montre là comment on appelle, le terre-plein, comme son nom l'indique. Bon, malheureusement, devant, ils sont en train de faire, ils sont en train de bétonner. Un terre-plein, bon, on peut le planter. On dit souvent que oui, mais non, les gens traversent, il faut faire un aménagement adapté donc, au passage du piéton. Là, il faut fleurir. C'est une commune d'arrivée qui annonce la ville d'Abidjan, qui annonce toute la Côte d'Ivoire quand on vient du Cameroun, du Nigeria, du Togo et autres. Et ça, c'est par la route. Hein. Par la route. Maintenant, par l'avion, mais évidemment, on vient des quatre coins du monde et on arrive. Donc, cette commune-là, c'est une commune d'accueil, de bonne arrivée, on dirait. Voilà, donc, qui mérite une attention particulière. Cette petite architecture-là, tout ce qui est aux alentours dégagé, l'implantation des bâtiments perpendiculaires donc, au plan à la mer. Et si on pouvait procéder à un ravalement des façades. Un ravalement peint en blanc, avec toute la boiserie, soit en rose, soit en jaune, tout ce que vous voulez de couleurs vives, mais vous allez voir que l'arrivée sera annoncée autrement. Voilà. Et en même temps, on attire l'attention de l'État. Il faut réhabiliter ces bâtiments-là aussi. Et à partir de là, on va. Vous voyez, l'espace a été dégagé. Ça nous a permis d'aller voir la mer. Tout à fait. C'est vrai que ça fait mal quand on détruit des habitations, mais en même temps, la ville, elle est faite ainsi. Et puis, ce n'est pas la première fois que Port-Bouët subit ce type de déguerpissement, parce que le nom Port-Bouët 2 que vous avez à Yopougon vient de Port-Bouët. Voilà, ça vient de là. D'accord. Moi, je connais le quartier parce que j'ai habité là. J'avais mon oncle qui était cuisinier. Je venais passer les vacances là quand j'étais tout petit.
Et la mer, la bordure de la mer n'était pas comme ça. On allait à pied jusqu'à la mer. Aujourd'hui, il y a une falaise. C'est-à-dire que la mer avance. Et donc, le quartier qui était là était en danger. Ça aussi, il faut attirer l'attention des gens. Et voilà ce qui reste. Et voilà, Port-Boué bénéficie de toute cette plage-là, jusqu'à Bassam. Une très belle plage. C'est une richesse. Ça, c'est la nature qui nous donne ça. Il faut visiter tous ces espaces-là, les interroger, puis voir comment on peut les aménager. Il y a quelqu'un, bon, des gens ont fait un truc de béton, là, une clôture qui ne suit même pas l'alignement. Bon, tout ça, ce sont des choses qu'il faut revoir. Et là, bon, pour le moment, les squatteurs sont là, mais l'espace en lui-même, on peut déjà enlever les gravats. Je crois qu'il y a un projet qui est prévu pour cet espace-là. Un projet avec le Maroc, je crois bien. OK, OK. Et on souhaite que cet espace ne soit pas construit. Voilà. Et qu'on demande aussi aux architectes ivoiriens qu'on organise un concours pour qu'on puisse proposer des choses. Et là aussi, on regarde un peu, voilà, ceux-là, ils ne doivent pas être là parce qu'ils sont en train d'épuiser le sol. Demain, quand on va vouloir planter, on est obligé de décaper jusqu'à au moins 1 mètre parce que les huiles de vidange épuisent donc la fertilité du sol. D'accord. Alors, dites-nous, donnez-nous quelques idées pour aménager ces différents espaces-là. Moi, j'ai envie de parler de ça. Là. Cela était le quartier qui est devenu Port-Boué 2. Port-Boué 2, d'accord. C'était la zone, ça. Voilà, par exemple, des erreurs politiques. Hein. Ça, on leur attribue à un individu. Alors que ces espaces-là auraient pu profiter à tout le monde. La preuve à côté, ils ont construit des silos pour pouvoir peut-être recueillir l'eau qui va venir peut-être du Bassam. Et là, aujourd'hui, un individu a pris, il a fait une clôture, il gare ses véhicules là-dedans. Là, par exemple, ils sont en train de faire une station. Moi, je pense qu'il faut faire, c'est ce que les architectes proposent, il faut faire une étude. On fait des plans de détail. Et on essaie de voir ce qu'on peut faire à gauche, ce qu'on peut faire à droite du côté de la mer. D'accord. La mer avance. Moi, je pense, et beaucoup d'architectes pensent comme moi, qu'on peut avoir la plage la plus importante du monde. C'est-à-dire de Port-Boué jusqu'à Bassam. Cet espace-là, du côté de la mer, peut rester libre, on le nettoie. Et ça devient un espace de loisirs. Et à gauche, plus tard, on peut, comme à Lomé par exemple, les espaces qui sont à gauche, on peut donner à des chaînes hôtelières. On peut faire des grands hôtels et la grande plage est de l'autre côté, jusqu'à Bassam. Voilà. Et puis on peut faire des belles passerelles. Et puis bon, j'ai montré cette passerelle pour dire au ministre des Infrastructures, les architectes sont là. Vous savez, la route en ville, elle n'est plus une affaire d'ingénieur seulement. Parce que même le sociologue intervient. Et ici, c'est vrai, c'est pas moi, comment on appelle ça, la passerelle là, mais elle est pauvre en architecture. Cela nous amène à savoir quels sont les différents ministères qui doivent véritablement intervenir dans le cadre de l'aménagement ou de l'embellissement de cet espace-là. Ah oui, il y a plusieurs ministères qui peuvent intervenir, même le ministère de l'Environnement, pour parler de développement durable. D'accord. Voilà, le ministère même est là, et la mer avance. Et je voulais même dire que, bon, on voyait au niveau du schéma directeur, il faut déjà voir, il y a les Hollandais qui sont très forts dans les digues, ils peuvent stabiliser donc cet espace-là, parce que la mer avance. Et puis, ceux qui peuvent intervenir au ministère de l'Environnement, bon, il y a déjà le ministère des Infrastructures qui fait les routes, il y a le ministère de la Construction, et le lac dont je parlais là, même le ministère de l'Environnement peut aller regarder. C'est un bassin d'orage qu'on peut transformer en lac, dépolluer. Et la population en arrière-plan saura même qu'on s'occupe d'elle. Parce que là, ce sera un espace de loisirs planté tout autour, avec des aménagements en dessous. On peut même faire un truc sportif, pourquoi pas. La population aussi a un rôle à jouer là-dedans, quand on sait que c'est elle-même qui dégrade ces différents espaces-là. Mais là, non, là, ce n'est pas la population. Le bassin d'orage, là, il est laissé comme ça pour compte. Et puis bon, les plantes ont poussé là-dessus. Il y a des bœufs qu'on vend de part et d'autre. Et donc, il y a des gens qui tuent même les animaux là. Et Dieu seul sait où on jette les excrétants et autres. Donc, ce n'est pas un problème de population habitant de Port-Boué. Moi, je pense que l'État doit regarder avec la mairie. Il faut écrire un projet. Voilà un spécialiste de l'environnement qui est là. Je pense qu'on peut faire quelque chose pendant qu'on y est. Parce que c'est une commune qui annonce la ville d'Abidjan. D'accord. Voilà. Sa beauté, on peut planter, quand on n'a pas l'argent, planter un arbre, ça ne coûte rien. Et quand il pousse, ce que j'ai montré tout à l'heure, vous voyez le 43e bâtiment, ils se sont fermés avec un bois. Et mais ce que vous ne savez pas, mais
sur le plan acoustique, on dit sur une portée de 10 mètres, planter les arbres freinent, donc permettent à celui qui est en arrière-plan d'avoir moins de bruit. Et puis en même temps, c'est un filtre. Ça capte donc toute la poussière quand les véhicules passent, le gaz qui sort, tout ça. Et donc, en arrière-plan, ils sont protégés. On peut le faire de l'autre côté pour protéger tous ceux qui sont à Port-Boué, dans les quartiers dont je parlais tout à l'heure, l'habitat moderne qui a été construit. Et même le terre-plein, on n'a jamais dit qu'on ne plante pas un terre-plein. Il y a des arbres dont les racines ne sont pas méchantes. On peut planter, j'ai montré ici en Chine, à Shanghai, des terre-pleins qui sont plantés, qui font vraiment la fierté de la ville. Donc, c'est ce message qu'on voulait, les architectes voulaient dire, ils sont là. D'accord. Voilà. En tout cas, nous sommes prêts aussi à accompagner donc, ce projet-là. Merci beaucoup à vous, M. Coupeau. On terminera donc par l'importance d'un environnement sain. Un environnement sain. Voilà. On a envie de vivre longtemps. La mer nous envoie de l'air, la mousson, et nous-mêmes, on pollue avant que ça n'arrive en ville. Il faut arrêter ça. Et puis bon, la mer avance. Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Il ne faut pas regarder seulement. Le ministère de l'Environnement fait un effort pour nous informer. Il faut qu'on en profite. Moi, j'étais en Hollande. La Hollande s'appelle Pays-Bas. Parce que là-bas, le niveau de l'eau est plus haut que le niveau de terre. Mais quand vous faites un peu de tourisme, quand vous allez, ils vous montrent des diapos, comment ils ont souffert, comment l'eau envahissait la terre, comment l'eau dévastait tout. Et aujourd'hui, ils ont maîtrisé donc cette eau-là. On peut faire appel à ces spécialistes-là pour maîtriser le littoral, parce que là, la mer est en train d'avancer. Moi, j'étais petit, j'ai même l'impression qu'il y a 50-60 mètres qui sont partis. Parce qu'il y avait un hôtel qu'on appelait Cabanon, qui a disparu. Il y avait l'ancien port, tout ça. Et donc, ça dit qu'il faut faire quelque chose. D'accord. Merci beaucoup, M. Coupeau, d'être passé sur notre plateau pour nous éclairer sur les différents atouts de Port-Boué, une commune d'Abidjan. Et puis bon, je crois que l'État fera des choses, ne vous en faites pas. Des projets sont déjà sur pied pour l'embellissement de ces différents espaces-là. Mais il est important toujours de le rappeler. Sans transition, nous recevons M. Ngoran Syria, qui est environnementaliste. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors avec vous, on parlera de bois et énergie, et menaces et opportunités. Alors là, vous avez sur ce plateau un échantillon. Des échantillons, hein, d'accord. Et le premier échantillon qui est? Ça, c'est une briquette de bois. D'accord. Elle est produite à partir de la poudre de bois. D'accord. Ce qu'on appelle la sciure. Donc, ce sont les résidus de l'industrie de transformation du bois. Ces résidus sont récupérés, on les transforme en briquettes. D'accord, on va parler un peu plus fort, hein, pour permettre à... On les transforme en bûches et en briquettes. D'accord. Et ça peut être réutilisé comme combustible, tant dans les ménages que dans les industries. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faut utiliser véritablement comme bois? Alors, la thématique, c'est la menace du bois énergie. D'accord. La surconsommation du bois énergie et comment transformer cette menace en opportunité pour aller vers une autre forme d'économie qu'on pourrait classer dans le domaine des économies vertes. D'accord. Je fais un petit rappel. Dans la Côte d'Ivoire, les documents d'histoire nous disent que en 1900, nous avons 16 millions d'hectares de forêts primaires. En 1960, à l'indépendance, il nous restait encore 12 millions d'hectares de forêts primaires. Aujourd'hui, en 2015, il nous reste entre 2 et 3 millions d'hectares de forêts primaires. Pendant 30 ans, la disparition de la forêt primaire s'est faite à un rythme d'environ 300 000 à 400 000 hectares par an. Un rythme accéléré. Hein? Accéléré. Dont la moitié au moins est due au développement prodigieux de notre agriculture, qui est le poumon de notre économie. Mais à côté de cela, il y a l'exploitation minière de la forêt qui consiste à couper du bois pour des besoins industriels. Et puis, il y a aussi les besoins domestiques des ménages qui vont couper le bois pour des besoins de cuisson alimentaire. La question de l'environnement, comme le disait
le prédécesseur, Monsieur Coupeau. c'est une relation d'équilibre. Il y a une société humaine en constante croissance, une démographie qui monte, et en face, un certain nombre de ressources naturelles en quantité limitée. D'accord. La pression que nous exerçons sur les ressources naturelles peut aller à un moment donné dans le sens d'un déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre en défaveur des ressources naturelles, l'homme n'est pas en train de travailler à sa survie, encore moins à la survie de la planète. Donc, ce qu'il faut promouvoir, c'est un développement qui maintient une relation d'équilibre entre les besoins d'une société sans cesse croissante et la disponibilité des ressources naturelles. Et lorsque la pression est forte, c'est une menace. C'est pour cela que j'ai parlé de menace. D'accord. Quelles sont face à quelles menaces s'expose donc notre univers? Je vais vous donner un exemple très simple. Si les habitants de la planète devaient vivre comme les habitants de 3 ou 4 pays les plus développés au monde, il nous faudrait 2 ou 3 fois la planète Terre pour satisfaire les besoins de tout le monde. Si actuellement nous vivons dans une relation d'équilibre, c'est parce qu'il y a des citoyens du monde qui sont en surconsommation et il y a d'autres citoyens du monde, comme ceux de nos pays, qui sont en sous-consommation. Ce qui amène à une situation d'équilibre. Mais avec le niveau de vie croissant des pays en développement, avec la démographie croissante de l'Afrique, il va se trouver un moment où la relation d'équilibre va être rompue. Et le génie humain doit inventer des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes, résoudre ces défis. D'où ces réflexions, ces échantillons. Ça, c'est du recyclage. D'accord. À partir du moment où nous sommes à même ou capables de récupérer de la sciure de bois, de la transformer en bûche de bois ou en briquette pour remettre ces déchets dans la combustion, tant pour des besoins domestiques que pour des besoins économiques ou industriels, nous faisons du recyclage et nous entrons de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire. Parce que quelque chose qui devrait être jeté a été récupéré, valorisé et rentre encore dans le circuit de la production. Donc cet élément de recyclage peut être utilisé dans ce fourneau, c'est ça? Par exemple, cet élément de recyclage peut être utilisé dans le fourneau. Au lieu de recourir à du charbon qui provient des forêts naturelles, on peut même arriver à du charbon produit par des plantations que les paysans peuvent faire sur des savanes, c'est-à-dire sur des terres où il n'y a pas d'arbres. Donc, il faut revoir comment la législation, comment les opportunités de développement et d'aménagement du territoire, par exemple les collectivités décentralisées, pourraient signer des petits contrats de partenariat avec les communautés villageoises qui vivent dans les environnants. Mais dites-nous, est-ce que ces éléments de recyclage n'émettent pas aussi des... Bien entendu, il n'y a pas d'activité économique propre à 100%. Mais si on peut réduire au maximum les résidus et les déchets, c'est déjà... Donc cela permet de réduire au fait. Cela permet de réduire. D'accord. Voilà. De réduire les déchets. De réutiliser ce qui peut être considéré comme un déchet et de ce fait de protéger les ressources naturelles dans leur habitat ou dans leur environnement. Et c'est un peu là quelques opportunités. Il y a des opportunités. L'expression opportunité est utilisée à dessein. D'accord. Parce que une coopérative, un groupement de gens, ou même un industriel, peut récupérer la sciure de bois, en faire une activité économique. Et ça devient le produit fini et créer des emplois. Et donc, contribuer à la création ou à la formation du produit national brut. Voilà. Donc, il faut amener les gens vers un nouveau modèle économique qui prend en compte
l'économie verte comme une composante entière de l'économie qui crée de la valeur, et qui crée des emplois. Donc, en créant de la valeur et en créant des emplois, on offre des opportunités à des jeunes qui ont besoin d'emploi pour rentrer dans le circuit de la production. C'est pour cela que j'ai utilisé le terme opportunité. Si on amène des jeunes paysans à planter du bois de croissance rapide, à récolter ce bois, à le transformer en charbon et à le commercialiser sur les marchés urbains les plus proches, ils se créent des revenus, ils deviennent des agents économiques et ils sont tirés vers le haut, ils émergent sur le plan de l'économie parce qu'ils sont capables de se prendre en charge. Ce qu'il faut pour que l'économie soit performante, c'est qu'une bonne partie des agents soient des agents de production et non un poids pour la société et pour l'État. Et donc, dans cette voie, les économies vertes représentent une opportunité excellente pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui est doté de suffisamment de ressources naturelles. Donc, selon vous, l'économie verte, elle peut pallier à plusieurs manquements, hein? L'économie verte ne sera pas une panacée, soyons clairs. Mais elle offre des perspectives énormes. Il nous suffit simplement d'élargir le champ de la pensée et de l'action. Voilà. En explorant le vaste domaine que nous offre la pensée et l'action, nous sommes capables de faire de l'économie verte un autre pilier de notre développement économique. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Ngoran Syriac. Vous êtes environnementaliste. Et puis bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on parlait de bois, énergie, menaces et opportunités. On retiendra donc de votre passage sur ce plateau. Je voudrais peut-être qu'on retienne que M. Ngoran vient de publier un livre. Je ne voudrais pas faire de publicité, mais je veux juste annoncer qu'une cérémonie de dédicace sera faite aujourd'hui. D'accord. On aura le temps en tout cas de vous recevoir pour parler de ces livres-là qui parlent de... le titre des livres, c'est... Éthique économique au profit du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. D'accord. On aura le temps d'en parler et puis bon, montrer l'importance de ce livre. Rappelez vos contacts. Monsieur Ngoran Syriac, mon contact téléphonique, c'est le 07 01 44 10. 4410. Et aussi pour Adja Konaté, le contact donc 05 23 42 56. 05 23 42 56, c'était donc le contact de Adja Konaté, notre conseillère en art de vie islamique, dans le cadre de notre rubrique éducation. Après beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro, on se retrouvera donc très prochainement, hein, pour encore partager des moments de gaieté et surtout rester sur les antennes de RTI 1. Bonne journée.